On se pose, le podcast de philo par Faroudia et Bruno. Un podcast pour nous aider à penser les problèmes d'aujourd'hui, nous aider à naviguer et agir par gros temps de désorientation. En gros, notre riposte est poétique avec l'idée que les valeurs du soin sont les valeurs de demain. Alors, on se pose ? On commencera notre voyage vers la riposte poétique par une première série avec un sujet à faire chauffer le moteur, l'euthanasie et son angle mort. Ce premier sujet de société sera développé en 3 séances qu'on vous invite à découvrir, et à partir d'un sujet aux apparences funestes, nous osons le pari de vous embarquer vers des destinations joyeuses. C'est parti! Je m'appelle Faroudia Ossini, je travaille comme psychiatre, psychanalyste et philosophe à mes heures. On est là aujourd'hui pour vous parler joyeusement d'un sujet compliqué, un sujet de société fondamental, et participer au débat qui concerne la passion euthanasique qui occupe tant nos démocraties. J'ai découvert les travaux de mon collègue Bruno Dalla Porta, qui est médecin, philosophe, mais surtout spécialisé dans la philosophie appliquée à la santé et l'éthique médicale. J'ai découvert des pages et des pages qui m'ont bouleversé sur cette question de la fin de vie, l'euthanasie, et m'ont même fait changer d'avis totalement. Comme beaucoup de gens, je pensais que le débat était plutôt sur la question pour-contre, et à vrai dire, je n'étais ni pour, ni contre, mais plutôt même mollement pour. Autrement dit, je me fais l'interprète en quelque sorte de ces centaines de pages en reprenant de façon exagérément libre ces expressions. Et aujourd'hui, on va se poser cette question philosophique. Est-ce que l'euthanasie est un progrès ? Et si oui, de quel progrès s'agit-il ? Le podcast se déroulera en 3 parties. Une première où on définit les 6 points qui posent les bases indispensables pour sortir de la confusion et passer à la réflexion. Une seconde partie où on rentrera dans les nuances du psychisme humain. Et une troisième partie beaucoup plus originale qui, à ma connaissance, n'a jamais été abordée. Il s'agit d'une proposition imaginative qui envisage la poussée euthanasique comme un appel à changer de paradigme, de repère de société, orienté cette fois par les valeurs du soin et la responsabilité vis-à-vis des vulnérabilités. Bonjour Bruno. Bonjour Faroudia. Alors on va aborder aujourd'hui les 6 points qui vont poser les jalons, les bases indispensables pour sortir de la confusion et passer à une réflexion plus fine. Ma première remarque portera sur cette coïncidence ou cette corrélation quand même troublante entre la montée de la fascination euthanasique dans nos démocraties et la question du grand âge. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Oui, alors donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un raisonnement aux extrêmes. Je veux dire que je vais pousser le bouchon un peu loin pour me faire comprendre. En fait, on a, avec les progrès de la médecine, déporté toutes les complications aux âges extrêmes de la vie. C'est-à-dire qu'actuellement, on vit mieux. On a un 3e âge où, si les personnes sont bien portantes, et puis si elles ont de l'argent, la vie est assez lumineuse. Un 4e âge qui va pas trop mal. Et puis finalement, à l'extrémité, un 5e âge où toutes les complications arrivent. Et donc, on a, comme ça, avec les progrès de la médecine, construit un très grand âge qui est un objet nouveau de notre civilisation. Deuxième remarque, il faut voir qu'en fait, une société accepte des personnes sous réserve qu'elles correspondent à des valeurs. En fait, les valeurs les plus importantes de notre société, ce sont les valeurs du marché. Pour être accepté, il faut produire et consommer. Et puis, les valeurs de la performance. Pour être accepté par la société, il faut être jeune, dynamique, rapide, sportif, si possible pas dépressif. Et puis, lorsque l'on vieillit, en fait, on a tendance à être éliminé parce qu'on ne correspond plus à ces valeurs. Et donc, les personnes vont tout faire pour essayer de rester acceptées. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit des vieux courir dans des bois, on voit des tas de personnes qui font remonter, grâce à la chirurgie esthétique, tout ce qui tombe. Et puis, il arrive un moment où, en fait, la personne est âgée et où elle est une contre-valeur. Pourquoi elle est une contre-valeur ? Parce qu'en fait, elle ne répond plus aux valeurs du marché, elle ne produit plus, elle ne consomme plus, et elle ne répond plus non plus aux valeurs de la performance. C'est-à-dire que la vieille personne, elle est lente, elle se prend les pieds dans le tapis, elle est absolument pas dans le culte du jeunisme, et donc on a comme ça une civilisation qui exclut les grandes vulnérabilités et qui ne les accepte plus. Par exemple, moi je travaille en dialyse, où ce sont des personnes très âgées, très atteintes,
dont la maladie coûte très cher, une année de dialyse, c'est 80 000 euros par an. C'est quand même énorme. Et là, on voit donc que la société, elle donne beaucoup d'argent, mais qu'en même temps, elle démissionne de son engagement humain. C'est-à-dire qu'elle se désengage. Et en fait, c'est pour ça que ce grand âge atteint de maladies chroniques très coûteux est un véritable tabou pour notre société. Si on reprend les élections présidentielles 2012, 2017, 2022, on s'aperçoit qu'aucun candidat n'a abordé cette problématique du très grand âge. C'est-à-dire que c'est vraiment un problème tabou et ça pose la question, donc, je me répète, de la valeur que l'on donne à la vulnérabilité. On est dans une civilisation de l'illusion de la toute-puissance. Quelle valeur on donne aux personnes âgées, aux personnes en situation de handicap, etc. Voilà. Ça, c'est donc le premier point. Et est-ce que ça a toujours été comme ça? Est-ce que c'est nouveau? Et quand finalement ce phénomène est apparu? C'est pas nous. Donc, il faut le prendre différemment. C'est par exemple Bernard-Marie Dupont qui explique que depuis 300 000 ans, Homo sapiens a eu d'espérance de vie courte, mettons 30 ans. Et puis, tout d'un coup, seconde moitié du XXe siècle, avec les progrès de la médecine, on passe à 83 ans d'espérance de vie. Et tout à coup, on fabrique un objet incroyable qui est ce 5e âge, sous machine, sous clignotant, sous écran, sous aiguille, sous perfuseur. Alors, je vous l'ai déjà dit, c'est raisonnement caricatural, mais pour faire sentir cette histoire de la vulnérabilité. Et effectivement, il y a une corrélation, ce qui ne veut pas dire causalité, mais il y a une corrélation entre la montée du grand âge et la poussée euthanasique. Et c'est Simone de Beauvoir qui dit que notre civilisation maudit la vieillesse. Pour faire de façon caricaturale, puisque je suis parti là-dedans, c'est comme si on avait construit un objet incroyable qui est le succès de notre médecine, mais qui est en même temps notre croix philosophique. C'est comme si on avait construit par exemple un avion supersonique avec des clignotants, des voyants, des lumières, et qu'en fait on s'aperçoit qu'on ne peut pas l'entretenir, qu'il coûte trop cher et qu'en plus on n'en veut pas. Et donc on aurait comme ça aujourd'hui un vrai problème et on se poserait la question de savoir s'il ne faudrait pas, pour cet avion incroyable, finalement le détruire à la hache. Voilà, donc c'est un raisonnement aux extrêmes pour vous dire que la vulnérabilité est une vraie contre-valeur de notre civilisation et qu'il faut en tenir compte dans ce débat. Alors le second point que j'aimerais aborder et qui a vraiment clarifié pour moi les enjeux, c'est celui des 5 stades qui constituent là encore le socle pédagogique incontournable et qui décrit les liens qui unissent la médecine à la fin de vie. Oui, alors effectivement, ça c'est un point extrêmement important, parce qu'il y a tellement d'amalgame dans la société. En fait, il faut voir qu'il y a 5 situations qui relient le médecin et la mort. Et c'est donc premièrement, il y a l'analgésie. Dans ce cas, c'est par exemple une personne qui a des métastases osseuses, qui est très douloureuse. Vous prescrivez un traitement pour soulager sa souffrance, mais vous savez que vous risquez d'accélérer la mort. Donc, premièrement, on va appeler ça l'analgésie. Deuxièmement, vous avez l'abstention. Par exemple, une personne à 90 ans, elle a le Covid et vous ne la transférez pas en réanimation parce que vous savez qu'elle ne va pas supporter et qu'on va être dans de l'obstination déraisonnable. Et dans ce cas-là, forcément, ça va accélérer la mort. Donc, premièrement, analgésie. Deuxièmement, abstention. Troisièmement, vous avez ce qu'on appelle les limitations et arrêts de traitement. Par exemple, une personne est en hémodialyse, l'épreuve devient trop lourde, ça correspond un peu de l'acharnement thérapeutique, vous arrêtez la dialyse et effectivement, la personne ne va vivre que 8 à 10 jours et donc, là encore, vous hâtez la mort. Quatrièmement, le suicide médicalement assisté. Dans ce cas, vous mettez à la disposition d'une personne un poison qu'elle absorbera elle-même et bien sûr qui provoquera la mort. Et puis cinquièmement, vous avez l'euthanasie. Où on branche une perfusion et on injecte un produit qui va provoquer délibérément la mort. Voilà. Donc là, dans ces 5 situations, et c'est donc 5 situations que vous avez donc un crescendo à la fois quantitatif et qualitatif dans la gravité morale. Je m'explique.
Euh, En fait, ce sont des choses qui ont été mises en place par Hans Jonas et qui ont été bien thématisées par Susan Ramex, qui est une professeure de philosophie morale et politique. Et d'ailleurs, je m'appuie très souvent sur elle dans cette clarification de l'enjeu lorsque je m'exprime. Mais est-ce que tu peux en dire sur cette histoire de crescendo quantitatif et qualitatif? Oui, alors je reprends. Donc, le crescendo quantitatif, c'est que le cas 1, analyse, 2, abstention, 3, 4, suicide assisté, euthanasie. En fait, vous voyez qu'il y a un crescendo moral dans la gravité. C'est de plus en plus grave. Et puis, il y a également une rupture qualitative. En fait, dans le cas 1, 2, 3, abstention, non, analgésie, abstention, arrêt de traitement, la personne va mourir du fait de la maladie. Elle va mourir du fait du processus morbide qui la travaille. Et en réalité, le médecin n'est pas très attaqué dans son intégrité morale. Je veux dire que si vous avez une personne qui est en 3e ligne de chimiothérapie pour un cancer, ne va gagner qu'un seul jour de vie en plus et que vous avez décidé d'arrêter les traitements, en fait, elle va mourir du fait des choses, du fait du réel du vivant. Et la nuit, vous allez bien dormir si vous êtes professionnel de santé. Vous pouvez être affecté, vous pouvez être triste, mais enfin, elle va mourir du fait de la vie, quoi. De sa maladie, quoi. Du fait de sa maladie. Tandis que dans les cas 4 et 5, suicide assisté, euthanasie, en fait, c'est l'humain qui va faire quelque chose à l'humain. C'est-à-dire qu'en fait, la personne va mourir du fait de l'humain. Et donc, dans ce cas-là, l'intégrité morale des soignants est beaucoup plus bousculée, beaucoup plus attaquée. Et ce sont des actes beaucoup plus transgressifs qui en fait laissent beaucoup plus de séquelles psychiques, pour ainsi dire. Parce que dans l'euthanasie, vous branchez la seringue, vous appuyez et vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, il n'y a plus personne. Et donc, par rapport à ce crescendo quantitatif et qualitatif, les pays qui ont dépénalisé, comment ils perçoivent ça? Comment on pense cette question? Ouais, alors effectivement, on pourrait dire qu'il y a des pays qui sont continuistes et d'autres discontinuistes. La France est discontinuiste. Par exemple, en 2005, la loi dite Leonetti distinguait clairement 1, 2, 3 et 4, 5. Et donc, elle considérait que 1, 2, 3, c'était moral, et donc c'était légal, et qu'en revanche, 4, 5, on faisait tomber l'interdit de donner la mort, et donc que c'était illégal. Et puis, il y a des pays qui sont effectivement continuistes, qui considèrent que 1, 2, 3, 4, 5, eh bien en fait, il n'y a pas de rupture entre les deux. Il n'y a pas de rupture, et c'est par exemple la Belgique. Et alors, leur argument, c'est de dire, finalement, ils meurent tous. Donc, en fait, en France, vous êtes quelque part hypocrite avec votre limite. Ils meurent tous. Du fait du résultat, ils sont morts. Et donc, on s'autorise à appliquer en thérapeutique le 4, suicide assisté, et également le 5, euthanasie. Mais vous voyez que le problème, c'est que cette limite entre 1, 2, 3 et 4, 5, c'est effectivement la limite qui trace l'interdit fondamental de donner la mort. Oui, alors effectivement, c'est beaucoup plus clair, mais c'est vrai qu'en pratique, il y a très très peu de personnes qui s'y retrouvent au milieu de tout ça, que ce soit des médecins ou alors encore plus le grand public. Oui, mais c'est pour ça qu'on en parle, c'est parce qu'en fait, il y a des amalgames qui circulent, et en fait, le gros problème, ce sont ces amalgames. Parce que finalement, comment peut-on débattre dans une démocratie quand les gens n'y voient pas clair? En réalité, quand vous interrogez les personnes autour de vous, vous apercevez que les gens mélangent tout. Et en fait, surtout, ils réclament, au nom de l'euthanasie, des choses qui sont déjà légales. Je veux dire qu'ils vont dire, moi, je suis pour qu'on soulage une personne, même si ça accélère la mort, et donc je suis pour l'euthanasie. Or, c'est pas une euthanasie, c'est le cas numéro 1 de l'abstention, de l'analgésie. Ou par exemple, ils vont dire, je trouve que l'acharnement thérapeutique est insupportable et qu'il faut vraiment arrêter les traitements quand ça fait trop, et je suis pour l'euthanasie. En fait, là, c'est pareil, il y a un amalgame parce que ça correspond au cas numéro 3, c'est-à-dire les arrêts de traitement qui font partie des bonnes pratiques et qui font partie des choses totalement légales. Et ce qui est intéressant, c'est que les médecins n'ont pas été formés non plus. Les médecins n'y voient pas clair. Et en fait, moi, j'ai souvent fait des interventions et discuté avec des médecins. En fait, ils mélangent tout.
Il y a certainement des médecins qui sont compétents, par exemple en soins palliatifs, parce qu'ils sont en contact avec la mort, en réanimation, en cancérologie. Mais par contre, si vous prenez d'autres disciplines, ça flotte complètement. Et le problème, c'est que si c'est pas clair dans l'esprit des médecins, en fait, ça ne peut pas l'être dans l'esprit des citoyens. Ouais. Et d'ailleurs, il y a même beaucoup de commentateurs qui font aussi ces amalgames. C'est considérable. Oui, mais par exemple, dans la presse, on s'aperçoit que c'est souvent mélangé. Ou dans les commentaires à la radio, ça peut être mélangé. L'autre jour, par exemple, j'entendais André Comte-Sponville, qui est quand même philosophe, qui a été au Conseil national d'éthique, qui est adhérent, qui a été militant à l'ADMD, qui est donc l'association au droit à mourir dans la dignité. Ben, c'est pareil, il y a des amalgames. Il parle de Vincent Humbert, c'était en 2003, une personne jeune qui était tétraplégique, muet, aveugle, avec une sonde gastrique, et il dit, voilà, dans un cas pareil, il faudrait une euthanasie. Or, la loi autorise une sédation profonde et continue dans ce cas-là. Donc il en appelle à l'euthanasie, là où c'est légal de le faire. De la même manière, il parle de comment s'appelle-t-il, de Gilles Deleuze, qui est philosophe, qui avait une insuffisance respiratoire sévère et qui s'est défenestré, qui s'est suicidé. Et il dit, voilà, dans un cas pareil, il a fallu que Gilles Deleuze ait pu avoir accès à l'euthanasie. Or, il est tout à fait correct d'arrêter des traitements. Et dans ce cas-là, on arrête un traitement et on soulage la souffrance. Donc, s'il le faut, on met une sédation proportionnée, on fait en sorte que la personne soit confortable. Mais voilà, on va réclamer une euthanasie là où, en fait, il y a déjà des dispositifs qui sont en place. Donc, ce problème des amalgames est un problème extrêmement important, extrêmement fort. Et en réalité, c'est à l'origine de circulation d'énormément de boucles irrationnelles, et ce qui fait qu'on ne sait pas de quoi on parle. Et le problème, c'est que la loi Leonetti de 2005, je veux dire que tous les médecins comme moi qui ont eu leurs études avant 2005, en fait, n'ont pas été formés. Donc, en fait, on a des lois, des grandes lois. La loi de Leonetti est une grande loi, mais si on ne forme pas les médecins, si on ne met pas en place ce qu'on a décidé, eh bien, en fait, on change de loi tout simplement par opacité, quoi. D'accord. Alors, si on revient, donc là on aborde notre troisième point. En 2005, donc il y a la loi Leonetti qui rappelle l'interdiction de l'acharnement thérapeutique, qu'on appelle aujourd'hui l'obstination déraisonnable. Et cette loi donc maintenait la limite entre les cas 1, 2, 3 et les cas 4 et 5. Or, en 2016, la loi Claes-Leonetti introduit la sédation profonde et continue, maintenue jusqu'au décès. Donc j'aimerais bien que tu nous définisses d'abord ce que c'est pour qu'on y voit un peu clair, et puis aussi nous montrer un peu ce qu'elle a induit, cette loi en particulier. Alors oui, la loi en fait du 2 février 2016, donc dite Claes-Leonetti, a introduit la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès. Alors pour parler de ça, il faut parler en fait du double effet. Le double effet, c'est en fait un problème de philosophie morale qui a été thématisé par Thomas d'Aquin au XIIIe siècle, avec la légitime défense. Et en fait, ça consiste à différencier l'intention de soulager la souffrance avec la prévision de la mort. Donc, en médecine, dans toute situation de fin de vie, ce qu'il faut avoir, c'est l'intention de soulager la souffrance avec la prévision de la mort. Par exemple, Suzanne Remex prend un exemple qui est illustratif. Lors de la Seconde Guerre mondiale, Eisenhower décide de libérer l'Europe de l'Allemagne d'Asie et pour cela de faire un débarquement où pratiquement tous les GI en première ligne vont mourir. Mais son intention, c'est de libérer l'Europe de l'Allemagne d'Asie avec la prévision que les GI vont mourir. En revanche, son intention n'est absolument pas que 100% des GI meurent. Oui, bien sûr, ça change tout. Et donc, voilà. Et donc, en fait, cette histoire de double effet, c'est de différencier justement l'effet bénéfique intentionnel de l'effet maléfique qui est prévisible. Et l'euthanasie, en fait, c'est l'inverse. L'euthanasie, vous avez l'intention de la mort avec la prévision, si je puis dire, de soulager la souffrance. Alors, si on résume, la loi du 22 avril 2005, dite Leonetti, était une grande loi, parce qu'elle respectait très fermement la frontière entre 1, 2, 3 et 4, 5. Le problème, comme je le disais, c'est qu'elle n'a pas été enseignée, donc on est passé à la loi 2016. D'accord. Finalement, c'est comme si il y avait comme ça un jeu dont on ne connaissait pas les règles du jeu parce qu'elles n'ont pas été enseignées aux médecins, et puisqu'on ne connaît pas les règles du jeu, on change complètement les règles, quoi. C'est hallucinant. Oui, c'est exactement ça. En fait, en 2016, on a glissé, et donc, comme tu le disais, on a introduit la sédation profonde et continue, maintenue jusqu'au décès.
Et là, avec cet élément-là, on est passé, si je puis dire, au stade 3 bis. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a introduit une double intentionnalité. En fait, la chose, c'est la suivante. Si vous avez une sédation profonde et continue, là, vous avez l'intention de soulager. Tout va bien. Mais si vous ajoutez maintenu jusqu'au décès, ça veut dire que le médecin, quand il commence son geste de sédation, il est obligé d'aller jusqu'au bout, d'aller jusqu'à la mort. Donc, en fait, il y a une intention de soulagement et une intention de mort. Donc, en fait, cette loi a introduit une double intentionnalité. Et à cette époque, en 2015, un peu avant la loi, en fait, il y a eu des grands débats dans les sociétés savantes, dans les médias aussi, parce que les soins palliatifs disaient attention, on est en train de mordre sur la ligne rouge, on est en train d'avoir une pratique quasi-euthanasique, et inversement, tous ceux qui étaient pour dépénaliser l'euthanasie disaient non, on n'est pas allé assez loin. Donc cette loi s'est arrêtée pile sur la ligne rouge, avec ce 3 bis. Et en fait, elle était faite pour réconcilier les deux camps, mais en réalité, elle a rendu tout le monde mécontent. Parce que les gens qui étaient contra-euthanasie disaient « attention, on est en train d'arriver dans des glissements », et les gens qui étaient pro-euthanisés disaient « vous êtes un peu hypocrite, il faudrait aller beaucoup plus loin ». Donc ça, c'était la loi de 2016. Donc si on reprend, 2005, on respecte strictement l'interdit de donner la mort et le double effet. 2016, on introduit un stade 3 bis qui commence à faire un peu tomber l'interdit de donner la mort, mais ça va encore. Et puis là, bien sûr, 2023, on veut aller plus loin et on veut passer au stade 4, c'est-à-dire au suicide assisté et voire plus, quoi. Et en fait, c'est comme ça que toutes nos démocraties glissent, c'est parce qu'il y a une mauvaise clarification des enjeux. Alors que, et donc on voit bien le clivage, c'est-à-dire que tous ceux qui sont dans les soins palliatifs, en fait ce qu'ils veulent, c'est l'un de trois. C'est-à-dire, ils veulent analgésie, soulagement de la souffrance, respect de la liberté de la personne, respect de son autonomie. 2 et 3, ils veulent lutter contre l'acharnement thérapeutique, former les médecins pour éviter ce pouvoir abusif de la médecine sur la personne vulnérable. Et puis, ils veulent en même temps maintenir un inconditionnel qui est le tu ne tueras pas, et ça on y reviendra plus tard. Voilà. Et ce qu'ils disent aussi, c'est que finalement, on propose des lois nouvelles alors qu'on n'a pas encore fait correctement ce qui est possible. Par exemple, il y a 100 000 personnes qui ont accès aux soins palliatifs chaque année. Or, il y a 300 000 personnes qui en ont besoin. Donc, ils disent il faut en fait augmenter les moyens. Et puis, il y a également, je ne sais plus combien, une vingtaine de départements qui ne sont pas assez pourvus en soins palliatifs. Voilà, donc c'est pour dire que c'est quand même essentiel de s'y repérer pour pouvoir mener des réflexions. Alors, on aborde à présent le point numéro 4. On y voit plus clair sur les situations 1, 2, 3 bis et 4, 5, qui étaient en effet obscures pour les médecins, la plupart des soignants en dehors, tu l'as rappelé, des réanimateurs, des professionnels de soins palliatifs et d'oncologie, et puis d'autres spécialités probablement. Mais quand même, on comprend que le grand public soit encore plus perdu. Comment on peut bien travailler si on mélange déjà les définitions, la base des prérequis? Et c'est là toute l'importance de commencer par des formations, des informations et toute une dimension pédagogique comme ça qui doit vraiment clarifier tout cela. À présent, j'aimerais bien t'interroger pour savoir si on a une idée de qui sont les personnes qui demandent le suicide assisté et l'euthanasie. Ouais, là, c'est un point qui est également extrêmement important. En fait, les personnes bien portantes, à 70-80%, sont favorables à l'euthanasie. C'est-à-dire que si vous faites un sondage Ipsos, vous allez avoir 80%. En revanche, si vous interrogez les personnes en situation vraiment terminale, vous n'avez que 1 à 2%. Donc là, c'est quand même très important à prendre en compte. C'est-à-dire qu'il y a un écart considérable. Oui. 80% des personnes veulent l'euthanasie, mais une fois qu'elles sont en situation, eh bien en fait, elles vont vivre ça dans leur chair et elles vont vouloir une part de gâteau en plus, attendre l'infirmière pour qu'on soulage l'épaule, la petite fille qui passera le soir, etc. Donc en fait, la population raisonne à 80% sur un fait, alors qu'en situation, il n'y a plus que 1%. Donc je ne sais pas comment expliquer, mais cet écart est extrêmement important. C'est-à-dire qu'on n'a pas de compétences juridiques, quelque part, très intuitives pour s'exprimer pour ce sujet. La raison, c'est qu'en fait, l'euthanasie, la mort, c'est donc... la mort, en fait, c'est pas un objet de représentation. C'est-à-dire qu'à distance de la mort, on n'est pas très capable de dire ce qu'on désire, quoi. C'est là le problème.
Alors, est-ce qu'il y a des études qui documentent un petit peu cet écart, justement? Bah oui, il y a des études. Le principe de ces études, c'est à peu près celui-là, c'est-à-dire que vous prenez des personnes bien portantes à qui vous faites passer un questionnaire et vous refaites passer ce questionnaire aux personnes qui sont en situation terminale. Alors, situation de... Vous allez comprendre. Je veux dire que vous prenez par exemple des maladies de plus en plus graves en partant de maladies très bénignes. Vous commencez par une angine, diabète, dialyse, tétraplégie, etc. Et à ces personnes, vous leur demandez combien de jours de vie ils sont prêts à perdre s'ils étaient atteints de ça. Donc, une personne qui a une angine dit « je continue à vivre ». Une personne qui est diabétique dit par anticipation « je continue à vivre ». Si vous lui expliquez qu'elle va être en dialyse, elle commence déjà à hésiter. Et puis, quand elle arrive à paraplégie, tétraplégie, elle vous dit « je ne veux plus vivre ». Et puis, si vous allez plus loin dans le login syndrome, elle vous dit « je ne veux absolument plus vivre cet état. Je veux arrêter de vivre ». Et ensuite, vous refaites ce questionnaire chez les personnes en situation. C'est les personnes qui sont réellement atteintes. Donc, vous recommencez. Si vous prenez une personne qui a une angine, elle vous dit qu'elle ne veut pas arrêter de vivre. Diabète, dialyse, elle continue à vivre. Et là, très curieusement, quand vous montez dans la gravité, eh bien, en fait, les personnes ne sont pas suicidaires. C'est-à-dire que la personne atteinte de tétraplégie, elle va forcément passer une année très compliquée dans un tunnel pour se réajuster, mais en fait, elle n'est pas suicidaire et sa demande de mort va être toujours de 1%. C'est-à-dire qu'on n'aura pas de différence. Et donc, ce genre d'étude vous montre bien qu'il y a une très grande différence entre l'anticipation de ce que l'on veut concernant sa mort, lorsqu'on est en bonne santé, de ce que l'on veut réellement en situation. Quoi. Voilà, donc ça c'est quand même un phénomène très important. Mais aussi, effectivement, parce que ces personnes dont tu parles en situation, elles sont toujours en relation, elles sont accompagnées, aidées, et c'est bien là toute la question aussi. C'est ça. Et puis il y a aussi autre chose dans les études, là j'y repense, c'est qu'en fait il y a une sociologue qui s'appelle Anita Ocar et qui a travaillé sur les courriers de personnes adhérentes à la DMD, à l'Association au droit à mourir dans la dignité. Et quand elle a repris tous les courriers, elle a repris peut-être 6000 courriers, elle s'est aperçue de choses très intéressantes. Tout d'abord, les personnes qui sont militantes pour l'euthanasie sont en fait souvent des personnes qui ont eu des proches victimes d'acharnement thérapeutique. D'accord. Et donc, ce sont des personnes qui ont un militantisme actif dirigé contre un pouvoir médical abusif. Donc, en fait, là, elles demandent quelque chose qui est tout à fait raisonnable et légitime. En revanche, la réponse euthanasique n'est peut-être pas la seule réponse à apporter. Il faut plutôt former les médecins à ne pas faire d'acharnement thérapeutique. Et puis, elle montre aussi que les personnes qui adhèrent sont souvent des personnes qui ont eu des proches victimes d'abandon médical. Par exemple, vous avez une fille dont la mère a un cancer du sein, elle est en stade terminal, et puis les médecins la mettent, ou les professionnels de santé la mettent dans une chambre et ne rentrent plus. Ils la laissent complètement à l'abandon, avec des escarres, des souffrances insupportables. Et là, les familles se disent ensuite, je ne veux absolument plus ce genre de situation, et donc elles militent pour la dépénalisation. Et ce qui est important, c'est de voir que là, dans ce cas-là, la demande est tout à fait correcte, mais c'est la réponse qui doit être travaillée et qui doit être quand même beaucoup plus nuancée que ça. Et puis ces études montrent aussi que les personnes qui sont partisanes de l'euthanasie ont souvent un faible taux de nuptialité et de natalité, c'est-à-dire qu'elles ont peu d'enfants en moyenne et elles sont souvent veuves ou veufs, seules. Et puis, ce sont aussi des personnes qui ont souvent un haut niveau d'études, c'est-à-dire qui ont un prestige social important. Et donc, on s'aperçoit là que ces personnes anticipent le moment où elles seront une contre-valeur. Elles anticipent, lorsqu'elles sont bien portantes, le fait qu'elles seront un jour seules, isolées et en risque d'être rejetées par la société. Et lorsqu'elles ont un grand prestige social, si par exemple elles sont, je sais pas, journalistes à la radio, etc., elles se disent, oh là là, si un jour j'ai des couches et que je deviens comme ça très vulnérable, vraiment, donc elles anticipent la perte d'identité et de prestige et veulent pour cela l'euthanasie. Et donc là, c'est pareil, on s'aperçoit que ça pose la question à une société de quelle place, quelle valeur on donne à la vulnérabilité, quoi. Oui, mais alors, pour ces 1 à 2% qui sont en situation et qui réclament authentiquement, de façon répétée, cette euthanasie ou cette aide au suicide, comment on peut penser ça ? Bon, ben là, on y reviendra plus tard, mais en fait, on y reviendra plus tard. Mais en fait, ça pose des questions très compliquées pour une démocratie. La question
que ça pose, c'est doit-on autoriser la transgression d'un interdit fondamental, anthropologique, qui est une question philosophique. Ça pose une autre question, c'est doit-on légiférer l'exception, mais on y reviendra plus tard. Alors, cinquième et avant-dernière question, on a souvent entendu qu'on meurt mal en France. Est-ce que c'est si vrai ? Alors tout d'abord, mourir, c'est pas vraiment rigolo. Donc il y a une épreuve, c'est une épreuve d'humanité de l'humain, et il y a forcément un fardeau à affronter la mort. Mais par ailleurs, ce qu'il faut voir, c'est que les médias, en fait, adorent vendre des journaux, et les médias font un effet de loupe sur l'euthanasie. Mais en réalité, c'est pas le problème de notre société. La semaine prochaine, si vous venez dans mon service, il n'y a aucune demande d'euthanasie. Ça n'existe pas. On va avoir des problèmes d'acharnement thérapeutique, de tout ce que vous voulez, mais ça n'existe pas. Donc on fait un effet de loupe sur un problème qui n'est pas le problème. Et la véritable question qui se pose, c'est quelle valeur on donne aux vulnérabilités, quel environnement social on met pour accompagner, estimer les personnes jusqu'au bout. Et donc la société et les médias amènent une réponse plate à chaque fois, l'euthanasie, là où il faut une réponse épaisse. Et la réponse épaisse, ça veut dire une réflexion avec des disciplines médicales, juridiques, philosophiques, et une réflexion surtout qui promeuvent, je ne sais pas comment on dit, le devoir de non-abandon, le soulagement de la souffrance, l'accompagnement, etc. Quoi. Et puis c'est vrai que on devrait aussi interroger justement ces personnes qui sont en situation, qui elles ne veulent pas mourir. Quand tu disais dans ton service, les personnes qui sont là, elles sont pourtant dans des situations extrêmes, il y a des multi-amputations, etc. en dialyse, et ces personnes, elles ne veulent pas d'une aide à mourir, ni de suicide. Je ne sais pas comment ça se passe très concrètement. Oui, mais en fait, il y a aussi autre chose, c'est que, par exemple, on prend la Convention citoyenne pour la fin de vie. Oui. En réalité, ils ont mené ce travail épais, ils ont passé du temps, ils se sont transformés, ils ont vu des experts, des pluralités de points de vue. Bon, on peut critiquer on peut toujours critiquer la procédure, mais quand même, ils sont arrivés à la conclusion que ce qu'il fallait, c'était améliorer les soins palliatifs, le soulagement, etc. Ils ont bien compris. Et après, on les pousse plus loin, on leur dit, est-ce que vous pensez que la loi répond à toutes les situations. Donc on est vraiment dans les zones grises, et puis là, comme dirait l'autre, on fait fumer le moteur, parce que la question est très compliquée, et ils finissent par dire, ben oui, effectivement, c'est très compliqué, mais à 75%, ils sont d'accord pour dépénaliser. Et donc, le journal Le Monde, le lendemain du 3 avril 2023, en fait titre, ça y est, la France est prête pour l'euthanasie et le suicide assisté. C'est-à-dire que le journal est plus fasciné par cette réponse que par la vraie proposition sociétale qui a été travaillée. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais c'est toujours la même histoire. Mais c'est vrai que c'est un paradoxe, parce qu'à la fois, il y a un tabou considérable sur cette question de la mort. Je veux dire, il suffit d'entrer dans un hôpital, et puis on a vraiment beaucoup de mal à trouver la chambre funéraire. Et tout est indiqué partout, la cardio, les urgences, la maternité. Puis pour trouver cet endroit, c'est toujours extrêmement complexe. Donc il y a un vrai problème sur la question de la mort. Et c'est, d'une certaine façon, tout ce débat est l'occasion, enfin, de pouvoir parler de ces questions. Y répondre, c'est autre chose. Mais c'est vrai que le monde des soignants, en grande majorité, et des médecins, s'interrogent sur tout ça, et est réticent, et on les comprend, parce que d'une certaine façon, ce serait aussi aux médecins d'intervenir tôt ou tard dans cette procédure, finalement. Oui, si on reprend, en fait, on pourrait dire qu'on a une société qui exclut les vulnérabilités. Elle déporte toutes les vulnérabilités à l'hôpital, dans les EHPAD, dans les établissements de santé. Et puis donc, dans ces établissements, les professionnels prennent soin, malgré les déficits de moyens, malgré les réductions de personnel, ils prennent soin de ces grandes vulnérabilités. Donc déjà, ils ont quand même une lourdeur pas forcément très bien reconnue, avec une société qui démissionne. Et là, maintenant, on leur dit, en plus, on vous propose une mort médicalement administrée, et c'est vous qui le ferez. Et donc, c'est sûr que les médecins et les professionnels de santé ne sont pas du tout partants. Et puis, ça pose une question, c'est doit-on réintroduire le droit de provoquer la mort sans être poursuivi pénalement ? Et puis surtout, pourquoi un médecin ? Pourquoi un professionnel de santé ?
Et donc ça pose le problème de l'institution sanitaire, quoi. Finalement, on pourrait se dire, mais pourquoi ça ne serait pas les députés qui ont été élus qui pousseraient la seringue? Parce que ce n'est pas un geste médical, c'est extrêmement simple, quoi. Ou pourquoi est-ce que ça ne serait pas comme pour les assises, on tire au sort des jurés, et puis c'est le boulanger, c'est le plombier qui réalise l'acte. Voilà, donc il y a un problème à recruter une institution hospitalière qui est déjà souffrante, en manque de moyens, qui récupère une lourde charge à accompagner les vulnérabilités, et à qui on dit en plus maintenant, ben, c'est vous qui allez donner la mort si jamais il y a des demandes qui se font voir. Donc je dirais que, en reprenant un peu Emmanuel Hirsch, finalement ce qu'il nous faudrait, ce sont des droits à vivre et non pas des droits à mourir. C'est-à-dire que ce qu'il nous faudrait, ce sont des droits à vivre en société, estimés, considérés jusqu'au dernier moment de notre vie, et non pas des droits à mourir lorsque la société nous exclut et qu'on intériorise le fait qu'on est une contre-valeur parce qu'on est une vulnérabilité. Et donc là, on s'aperçoit d'ailleurs qu'on est peut-être en train d'ébranler le fondement de notre démocratie. C'est-à-dire que normalement, une démocratie, du moment de notre naissance jusqu'au moment de notre mort, on a les droits à vivre, à être estimé, considéré, inclus dans la société. Et donc, si on donne des droits à mourir pour une certaine catégorie qui ne correspond pas aux critères, on peut se demander si on est toujours dans ce qu'on peut appeler une démocratie dans son définition moderne et contemporaine. Voilà. Alors on va aborder à présent notre 6e et dernier point qui nécessite de prendre un peu de recul pour répondre philosophiquement à cette question. Peut-on faire tomber l'interdit de donner la mort ? Et en particulier, quelles peuvent être les conséquences, mais à long terme, pour une société ? Oui, alors je vais prendre un exemple à partir du mensonge, par exemple. En fait, c'est pas pareil de transgresser une loi morale et de se dire, puisqu'il y a des transgressions, faisons tomber l'interdit. Par exemple, on apprend à nos enfants ne pas mentir. Mais on sait très bien que 2 jours après, ils vont nous rouler dans la farine, ou on sait très bien que les gens mentent par moments, etc. Mais ce n'est pas la même chose de maintenir l'interdit de mentir, en sachant que le mensonge persistera, que de se dire, puisque le mensonge existe, faisons tomber l'interdit. En fait, c'est très différent. Parce que dans le premier cas, l'acte de mentir est vécu comme une transgression, c'est-à-dire qu'on a en transgressant un sentiment de culpabilité qui nous rappelle justement qu'il y a un interdit. Et puis, les psys, t'es bien placés pour savoir, savent que le sentiment de culpabilité est en fait structurant pour la personne. Mais ce qui est le plus important, c'est que cette culpabilité est une limite, désigne une limite qui a en fait un effet très structurant pour la collectivité. En revanche, si on fait tomber l'interdit de mentir, en fait, le mensonge prolifère et la parole n'a plus de valeur. On peut faire tout et n'importe quoi sans mauvaise conscience et finalement, la confiance serait perdue. Donc, on s'aperçoit que l'interdit de mentir, même s'il y a des transgressions et des zones grises, ce qui est important, c'est qu'il maintient une cohésion globale, une cohésion sociale dans le sens où la parole a une valeur. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Mais... Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, dans la Convention citoyenne, c'était une des remarques qui arrive très tôt dans les premières pages, puisqu'il y a des hypocrisies, allons-y. Donc on voit bien que l'interdit est structurant pour le groupe. Oui, c'est ça. Alors de façon plus générale, c'est Henri Bergson qui dit ça. Il dit en fait qu'un interdit, une loi morale, ça permet l'autoconservation de la société. L'interdit permet l'autoconservation du tout. C'est-à-dire que la loi morale, la loi symbolique, elle n'est pas faite pour les individus, elle est faite pour la collectivité. Et finalement, ne pas mentir, ne pas tuer, ne pas voler, ce sont des maximes qui permettent de maintenir la structure globale de la collectivité au cours du temps. Et que des individus transgressent, c'est pas très grave pour un groupe. Il y a toujours eu des transgressions, quoi. On transgresse par-ci par-là, peu importe. En revanche, ce qui est important, c'est la survie du groupe. Et donc, dans une démocratie, ce qu'on juge, c'est pas les transgressions. Ce qu'on juge, c'est la loi que produit une démocratie. C'est ça qui est le plus important. Et donc, si on fait tomber cet interdit de donner la mort, la question, c'est est-ce qu'on risque pas de perturber le ciment anthropologique qui permet la cohésion de l'ensemble ? Parce que si on fait tomber cet interdit,
on va le remplacer par de nouvelles bornes. Mais ces bornes vont glisser et on va mettre encore de nouvelles bornes. Et on va aller de glissement en glissement. Et c'est donc ça qui va être problématique. D'accord. C'est d'ailleurs l'exemple aux Pays-Bas, là, Oui. où les dérives non seulement se succèdent, mais se multiplient. Mais oui, aux Pays-Bas, en fait, les dérives augmentent. Et puis, on est passé quand même, c'est impressionnant, à 4,5% de morts par euthanasie, ce qui est impressionnant, avec des régions où c'est encore beaucoup plus important. Et donc, en fait, c'est ça qui se passe. Mais alors, si on reprend cette question des 1 à 2%, parce qu'il faut tout de même y répondre, comment on s'y prend, comment on pense ces situations? Tout d'abord, on s'aperçoit que si on a 2% de personnes qui demandent la mort par euthanasie, en fait, souvent, ce sont des personnes qui souffrent et qui sont mal soulagées. Et les cliniciens ont l'expérience que quand vous calmez la souffrance, quand vous n'abandonnez pas les personnes, en fait, la demande baisse. Donc déjà, probablement, le chiffre est de 1% s'il y a des bonnes pratiques. Et puis on pourrait se dire que dans une société différente, dans 100 ans, si nos vieux étaient estimés, si on considérait nos aînés, et s'il y avait une vraie place dans la société, probablement que la demande baisserait encore plus. Vous avez, et puis il vous reste forcément 0,5% ou 1% de personnes qui veulent réellement se suicider, mais ça, c'est le suicide fait partie de la condition humaine, et vous arrivez là à un seuil qui est incompressible. Mais le chiffre est probablement très très bas si on valorisait la vulnérabilité et si on mettait les moyens pour estimer les personnes convenablement. Et dans ton service, par exemple, comment ça se passe? Ah oui, mais dans mon service, en fait, c'est intéressant parce que on a une très forte mortalité. On a 20% de mortalité par an, ce qui est énorme, une des plus fortes mortalités. Pourquoi? Parce que ce sont des gens très, très fragiles. Oui, parce qu'ils ont beaucoup de comorbidités, ils sont extrêmement dépendants de la machine, donc la mortalité est forte. Et alors, ce qu'on observe, c'est que tout d'abord, comme je vous le disais, si vous venez dans mon service, vous ne verrez aucune demande de mort la semaine prochaine. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui agite les médias, mais nous, cliniciens, on ne le voit pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, comme je le disais, les personnes arrivent en dialyse tous les 2 jours et ils ont des infirmières, des aides-soignantes, des médecins. C'est rafraîchissant, on leur parle, etc. Et donc ils ont même plaisir, malgré la pénibilité de la maladie, que je ne veux pas sous-estimer, ils ont plaisir à être reconnus, des reconnaissances réciproques, des sentiments de co-appartenance qui finalement font que la demande n'existe pas. Et puis, alors, dans le service, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, en fait, il y a toute une catégorie de personnes, les plus nombreuses, qui en fait vont glisser, vont diminuer, vont baisser au niveau de l'état général et finalement vont être sous machine, sous dialyse, jusqu'à la fin de leur vie sans jamais demander à interrompre. Ça, c'est la grande majorité. En fait, la vie veut la vie. Les gens réinventent des vies et jusqu'au bout, ils vont rester en relation. Donc ça, c'est la grande majorité. Et après, il y a une deuxième catégorie qui est assez nombreuse, qui en fait vont baisser graduellement et puis qui un jour vont trouver que l'épreuve est trop lourde. Les ambulances, les ponctions, la dialyse, ils vont trouver que le fardeau est trop lourd. Et ces personnes-là vont dire un jour « je ne peux plus poursuivre l'épreuve ». Ils vont dire non pas « je veux mourir », mais ils vont dire « je ne peux plus poursuivre l'épreuve ». C'est-à-dire qu'ils vont dire non à la technique envahissante, mais ils ne vont pas dire oui à la mort. C'est très différent. En fait, ils ne sont absolument pas suicidaires. Ils disent « je ne peux plus » et ils demandent une limitation et arrêt de traitement. Ils demandent le cas numéro 3, qui est tout à fait légal. Donc voilà, on a vraiment des personnes qui demandent à limiter les traitements lorsqu'ils sont extrêmement épuisés, mais c'est très instructif de voir la différence entre je ne veux pas poursuivre par rapport à je veux mourir. Quoi. C'est donc on voit quand on rentre quand même dans les finesses des situations cliniques que les choses sont effectivement plus complexes et plus denses. Alors, dernière question peut-être, que penser de l'exception d'euthanasie, c'est-à-dire le fait de lever l'interdit seulement pour des exceptions. Un médecin, par exemple, qui aurait procédé comme ça à une euthanasie. D'accord. Donc vraiment le cas qui résiste, le 1%. D'abord, moi j'ai fait l'expérience de demander à des médecins autour de moi si ça leur arrivait souvent. En fait, ça arrive extrêmement rarement. Un médecin est confronté à ça une fois dans sa carrière ou 2 fois. D'accord. Si je mets à l'écart, bien sûr, les soins palliatifs ou la réanimation. Mais c'est quelque chose de très très rare. Un médecin généraliste vous dira que ça va arriver très rarement. Donc ce que je pense, c'est qu'il faut maintenir très fermement l'interdit de donner la mort et par contre être extrêmement compréhensible pour une fois ou 2 fois où le médecin, dans son exercice, va prendre
sur ses épaules le poids de sa responsabilité et s'engager dans une démarche comme ça, euthanasique, parce que il a une personne dans une situation extrême et qui considère que c'est quand même ce qu'il a à faire humainement à ce moment-là. Et donc ça, c'est pas du tout gênant. Qu'il y ait des zones, voilà, il y a des zones grises. Qu'il y ait des zones grises, c'est pas gênant. Ce qui est beaucoup plus embêtant, c'est de faire tomber l'interdit. Après, pour ce qui est de l'exception de l'euthanasie, c'est-à-dire légiférer ces exceptions pour les encadrer, là, moi, je suis pas très d'accord, parce qu'en fait, le risque, c'est de passer d'un gouvernement par la loi morale, à un gouvernement par le protocole. C'est-à-dire que si vous prenez des exceptions que vous les légiférez, eh bien, en fait, vous introduisez des protocoles, et finalement, vous arrivez dans une pathologie qu'on voit partout, c'est-à-dire une prolifération de normes, d'indicateurs, de protocoles. Et finalement, l'humain, c'est quoi? C'est une inquiétude lorsqu'il doit se décider en situation extrême. L'inquiétude, c'est quand même la condition humaine. L'inquiétude, ça veut dire l'absence de quiétude. Et donc là, vous passez de l'absence de quiétude à des protocoles, ce qui sont beaucoup plus rassurants. Et vous savez que la responsabilité de poser un acte libre, c'est très engageant, c'est lourd, la liberté. Tandis que le protocole, c'est pas pareil, parce que un protocole, ça s'exécute, c'est un geste qu'on exécute. Mais on tombe alors dans des rouages et puis dans une banalité qui fait que, voilà, je pense qu'une loi n'est pas faite pour ça, quoi, en fait. Hein, mais c'est mon avis. Je pense qu'il vaut mieux. Moi, là-dessus, je suis très conscient. Voilà, je suis très conscient, c'est-à-dire qu'il faut maintenir ferme l'interdit, et puis qu'il y ait des transgressions, on s'arrange. Et donc en situation, si un médecin comme ça l'a pratiqué, quelles conséquences du point de vue juridique on pourrait penser? Ben, en fait, s'il la pratique, tout d'abord, il faut faire quelque chose de proportionné. C'est-à-dire qu'on ne lui enlève pas son diplôme définitivement, on ne le met pas en prison, mais en revanche, il faut quand même maintenir l'interdit. Donc il faut qu'il rende compte de la violation de l'interdit devant la justice. Puisque l'interdit a été rompu, il faut qu'il s'explique, et ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut le punir, mais vous avez fait quelque chose qui a dépassé la limite, expliquez-nous, et on organise un débat à partir de la violation de cet interdit. Et c'est ce que dit, c'est la question que j'ai posée. Donc j'ai posé cette question en fait à un magistrat qui est Dominique Coujard, et il dit qu'effectivement, je sais pas, une personne est pauvre, vole une orange sur le marché pour nourrir ses enfants, eh bien, elle a transgressé un interdit, donc elle doit s'expliquer, et parce qu'un interdit ne peut pas se franchir comme ça. Mais ça ne veut pas dire qu'il y aura condamnation, ça veut dire qu'il faut s'expliquer. Et donc, ce qui est très étonnant, c'est que la loi permet déjà de mettre en place une procédure qui permet de faire le tri entre les homicides volontaires avec préméditation, et le cas où la personne a discuté avec la famille en zone grise, etc. Et donc la loi, en fait, permet déjà de faire cette distinction, et le dispositif existe. C'est-à-dire qu'on peut totalement imaginer que pour l'exception du médecin qui s'est fait choper en faisant ça, eh bien en fait, voilà, il faut surtout qu'il s'explique. Mais c'est vrai que c'est un point extrêmement important que de dire que la justice dispose déjà de tels outils, parce que sinon on s'imagine qu'il n'y a aucun dispositif légal. Et cette question qu'avait posée Elisabeth Borne à la Convention citoyenne, à savoir que les dispositifs juridiques actuels incluent-ils toutes les situations? D'une part, c'est impossible qu'un dispositif, et le prochain n'inclura pas tous les cas non plus. Il faudra en réinventer d'autres, et ça va glisser de plus en plus, alors que là, on nous explique très clairement que des dispositifs existent déjà. Alors en conclusion, qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Non, mais je me répète, donc je crois que, il faut bien réfléchir aux conséquences que cela aurait pour les grandes vulnérabilités de faire tomber l'interdit de donner la mort, surtout pas tout de suite, mais dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, si le grand âge augmente, si le personnel médical diminue, si on a moins de moyens pour les hôpitaux, qu'est-ce qui va se passer? Ou s'il y a d'autres pandémies, ou que sais-je encore. Voilà, une autre pandémie avec des hôpitaux sursaturés. Et voilà. Deuxièmement, il faut voir qu'une loi c'est un ciment collectif, et c'est absolument pas lié aux demandes individuelles. Donc on fait un focus sur les demandes individuelles, mais c'est le collectif qui est en jeu. Il faut voir que ce qu'on juge ne sont pas les transgressions, mais ce qu'on juge en philosophie morale et politique, c'est les normes que produit une démocratie, les lois que produit une démocratie. Parce qu'une démocratie peut produire des lois
légales, mais qui ne sont pas morales, quoi. Et donc c'est là où l'enjeu philosophique existe. Et puis le dernier point, on n'a pas le temps d'insister, mais c'est très important de voir qu'on est en train de passer d'un gouvernement par la loi à un gouvernement par le protocole. Et là, il y a quand même des dérives importantes dont on souffre d'ailleurs tous dans nos quotidiens, dans toutes nos institutions. Voilà, mais écoute, merci beaucoup. Eh bien, merci à toi, merci à vous toutes et vous tous d'avoir écouté ce podcast. Et on vous donne rendez-vous pour le prochain podcast sur cette question de l'euthanasie et son angle mort. On abordera la prochaine fois les arcanes du psychisme humain sur toutes ces questions. À bientôt.